J'ai donc donné la définition de la politique DAC. La politique DAC est une politique tellement flexible qu'elle est utilisée dans de nombreux systèmes informatiques. Comme je vous l'ai dit, elle est très souvent mise en œuvre au moyen de contrôle d'accès. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment la politique de sécurité DAC peut être représentée dans le système informatique et comment la politique peut être appliquée au moyen de contrôle d'accès. Lors de la mise en œuvre d'une politique DAC, il y a deux étapes à considérer. Tout d'abord, comment représenter la politique de sécurité? Nous avons affaire à une politique de sécurité qui est constamment mise à jour par les utilisateurs. Il ne s'agit absolument pas d'une politique de sécurité statique. La politique de sécurité ne peut évidemment pas être écrite sur un morceau de papier et ne peut même pas être codée en dur dans les mécanismes de sécurité. Elle doit donc être représentée d'une manière ou d'une autre au sein du système afin de pouvoir être interprétée et appliquée par les mécanismes de contrôle d'accès. Ensuite, la mise en œuvre de la politique DAC implique également la mise en œuvre des contrôles d'accès qui interpréteront la politique de sécurité et l'appliqueront. Alors commençons par les mécanismes de contrôle d'accès car ils sont en fait faciles à décrire. En général, dans un système de contrôle d'accès, qu'il s'agisse d'un système DAC ou d'un système MAC, un système obligatoire comme on le verra plus tard, le contrôle d'accès est mis en œuvre par un code de confiance au sein du noyau du système d'exploitation. Et le sous-système du noyau du système d'exploitation qui met en œuvre le contrôle d'accès est appelé noyau de sécurité. Security kernel en anglais. Si vous lisez la littérature sur la politique de sécurité, vous verrez que ce noyau de sécurité est en fait une mise en œuvre d'un concept abstrait connu sous le nom de moniteur de référence. Ainsi, le moniteur de référence, sous le noyau de sécurité, pour nous c'est la même chose, interprète la politique de sécurité et gère les accès aux ressources conformément à cette politique. Et c'est tout. Le noyau de sécurité est donc un morceau de code de confiance. Il doit en avoir toutes les propriétés, c'est-à-dire il doit avoir toutes les propriétés d'un mécanisme de sécurité. Et vous les connaissez, ces propriétés, j'en ai déjà parlé. Il doit être inviolable, il doit être impossible à contourner, il doit être aussi petit que possible pour que son exactitude puisse être vérifiée. Sa conception et sa mise en œuvre doivent être rendues publiques afin que les experts en sécurité puissent l'analyser et vérifier sa robustesse. Voyons maintenant comment implanter la matrice de contrôle d'accès DAC. La représenter telle qu'elle en mémoire n'est pas une option pour deux raisons. Premièrement, elle est énorme. Imaginez le nombre d'objets, le nombre de fichiers, imaginez le nombre d'utilisateurs, donc le nombre de lignes. Et deuxièmement, elle est creuse. Elle gaspillerait donc beaucoup de mémoire. Alors pourquoi la matrice est creuse? Considérons simplement les fichiers d'Alice. Seule Alice et peut-être quelques-uns de ses amis ont accès aux fichiers d'Alice. Quant aux autres utilisateurs, ils n'ont pas accès à ces fichiers. Vous comprenez donc facilement que dans cette matrice, il y a beaucoup de cellules vides. En fait, il existe deux solutions pour implanter la matrice DAC au sein du système informatique. La première solution consiste à créer une liste d'autorisation pour les cellules non vides associées à une colonne, sachant qu'une colonne représente un objet. Cette liste s'appelle une ACL, Access Control List. On a donc une ACL par objet. La deuxième solution est de créer une liste d'autorisation pour les cellules non vides associées à une ligne, sachant qu'une ligne représente un sujet. Cette liste s'appelle une liste de capacités. Nous avons donc une liste de capacités par sujet. Alors laissez-moi vous montrer tout ça en utilisant notre exemple de matrice. Considérons d'abord la colonne correspondant aux autorisations associées au code objet. De cette colonne, nous pouvons déduire l'ACL de l'objet code. Considérons maintenant la ligne correspondant aux autorisations associées au sujet Alice. De cette ligne, nous pouvons dériver la liste des capacités du sujet Alice.
De la même manière, nous pouvons également dériver l'ACL de l'objet data et la liste des capacités du sujet Bob. Alors, chaque solution a ses propres avantages et inconvénients. Avec les capacités, il est très facile de retrouver toutes les autorisations détenues par un sujet donné. Avec les ACL, il est très facile de retrouver toutes les autorisations s'appliquant à un objet donné. Que la politique de sécurité soit mise en œuvre sous forme d'ACL ou de liste de capacités, elle doit être protégée contre les modifications malveillantes. En ce qui concerne les ACL, il existe deux approches. La première consiste à stocker la liste de contrôle d'accès correspondant à un objet en tant qu'attribut de l'objet afin que les mises à jour de la liste de contrôle d'accès soient tout simplement vérifiées par le noyau de sécurité. La seconde consiste à stocker la liste de contrôle d'accès avec le noyau de sécurité, afin que le mécanisme protégeant l'intégrité du noyau de sécurité protège également l'intégrité de l'ACL. N'oubliez pas que le noyau de sécurité doit être inviolable et qu'il existe donc un mécanisme pour protéger l'intégrité du noyau de sécurité, c'est-à-dire un mécanisme pour protéger l'intégrité d'un autre mécanisme. L'approche ACL est plus populaire dans les systèmes d'exploitation comme Unix ou Windows. En fait, les ACL sont plus faciles à mettre en œuvre que les listes de capacités, notamment pour les systèmes de fichiers. De plus, la révocation d'un droit sur un objet donné, sur un fichier donné, peut facilement être effectuée en supprimant l'entrée correspondante dans l'ACL attachée à l'objet. Cependant, et nous le verrons un peu plus tard dans cette vidéo, les systèmes ACL sont vulnérables à une attaque qu'on appelle l'attaque du député confus. Les capacités sont conceptuellement différentes des ACL. Une capacité peut être considérée comme une sorte de jeton, un ticket, qui donne au sujet la permission d'accéder à un objet. Comme les ACL, les capacités doivent être protégées contre les manipulations malveillantes. Ici aussi, il existe deux solutions. La première consiste à stocker les capacités dans une zone protégée du noyau. La deuxième solution consiste à stocker les capacités en tant que jetons cryptographiques infalsifiables. L'un des grands avantages des capacités est que le principe du moindre privilège peut facilement être mis en œuvre pour chaque processus. Il suffit de donner au processus les capacités requises pour sa tâche. Plus tard dans ce cours, nous aurons l'occasion de parler un peu plus des ACL et des capacités. Avant de conclure cette vidéo, je veux vous montrer l'attaque du député confus. Confuse deputy en anglais. Je pense qu'une meilleure traduction en français serait adjoint ou serviteur confus. Comme je vous l'ai dit, les systèmes ACL sont vulnérables à cette attaque. Laissez-moi donc vous expliquer de quoi il s'agit. Considérons la configuration suivante. Il y a un service, n'importe quel type de service, vous pouvez penser à un service de compilation, et un client du service qui est Alice. Le service est un service payant à l'usage. Le serveur va écrire les informations de facturation dans un fichier dont le nom est facture. Le résultat du calcul, lui, est effectué par le service pour Alice et sera écrit dans le fichier dont le nom a été fourni par Alice, à savoir alice.output. Et Alice a le privilège d'écriture dans ce fichier alice.output. Maintenant, regardons l'attaque du député confus. L'attaquant envoie une requête au service et fournit comme paramètre de nom de fichier facture. Le serveur écrit la sortie de la compilation dans le fichier facture, détruisant en fait les informations de facturation. L'attaquant a utilisé les privilèges du serveur pour corrompre la facture du fichier. L'attaquant n'avait pas accès à la facture du fichier. Il a trompé le serveur pour corrompre la facture du fichier. On peut donc dire que le serveur a joué le rôle d'adjoint, le rôle de serviteur de l'attaquant, et que le serviteur, l'adjoint, a été trompé, confondu par la requête de l'attaquant.
Un cas particulier d'attaque par adjoint confus, par député confus, est l'attaque CSRF. Cette attaque utilise les privilèges du navigateur, qui est authentifié auprès d'un site web, pour envoyer une requête malveillante à ce dernier. Veuillez vous reporter à la vidéo sur l'attaque CSRF si vous souhaitez obtenir plus de détails. Dans cette attaque, l'adjoint confus est le navigateur. Alors comment pouvons-nous éviter l'attaque de l'adjoint confus? Eh bien, cela peut être fait en vérifiant que le client détient le privilège approprié pour écrire dans le fichier de sortie. Pour ce faire, le programmeur doit inclure des vérifications dans le programme de service de compilation. Si une telle procédure de vérification est incluse dans le programme de service, l'attaque échouera puisque l'attaquant n'a aucun accès en écriture sur le fichier de sortie, le fichier facture. Cependant, cette solution repose sur le programmeur du service. Ce n'est pas une bonne solution. Une autre solution consiste à mettre en place un système d'autorisation demandant au client de fournir un jeton prouvant qu'il détient le privilège d'écriture sur le fichier de sortie. Eh bien, c'est exactement ce qu'est un système basé sur les capacités. Ainsi, dans un système basé sur les capacités, l'attaquant doit fournir un jeton prouvant qu'il possède le privilège d'écriture sur le fichier de sortie facture. Et si l'attaquant ne peut pas produire un tel jeton, l'attaque ne peut pas avoir lieu. Dans cette série de vidéos, nous avons présenté le concept de la politique de sécurité DAC. Nous avons souligné la flexibilité de cette politique de sécurité. Nous avons également montré qu'elle est vulnérable aux attaques basiques de type cheval de Troie. Nous avons montré comment mettre en œuvre cette politique au moyen de mécanismes de contrôle d'accès et comment la représenter dans le système, soit par des ACL, soit par des capacités. Nous avons également discuté des avantages et des inconvénients des ACL et des capacités sans trop entrer dans les détails. Les ACL sont surtout utilisés dans les systèmes d'exploitation. Cependant, les capacités sont de plus en plus utilisées, à la fois sur le web et dans les systèmes d'autorisation d'entreprise fournissant le service Single Sign-On. Dans ce cours, chaque fois que je parlerai d'un jeton, vous pourrez penser à une capacité.